Alex, j'ai ouvert la salle un peu avec en avance pour que les gens rentrent directement. Juste ça. Ok, est-ce que tu peux changer ton nom parce que tu t'appelles Alix? Ça me va bien, moi. Je vais le faire. Et si besoin, tu peux m'envoyer un message. Bonjour, Chimène. Bonjour Chimène. Bonjour Nathalie, bonjour Irbad, bonjour à tous. Combien êtes-vous dans la salle ce soir? Il y en a dans la salle? Oui, 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 bien sûr. Alors, il y en a peut-être Combien? qui vont arriver tout à l'heure, mais a priori, tout va bien. Bon, Mais il y en a plus en distanciel, comme d'habitude. Encore 4 petites minutes. Bonsoir. Il y a déjà du monde qui dans la salle, c'est bien. 114 personnes à distance. Pour une fois, c'est moi qui dis bonsoir de Montpellier. Eh oui. On te présente plus, Nathalie. Non. Au fond, Oui, on n'entend pas très oui, bien. oui. Faut surveiller. Allez, on va commencer. Bonsoir. Bienvenue au 114e Café de la médiation. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des cafés de la médiation et de la négociation. Nous avons, pour bien commencer cette année, comme invité Nathalie Frissero, Madame le professeur Nathalie Frissero, professeure des universités Nice Côte d'Azur, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre du Conseil national de la médiation,
ambassadrice de l'amiable, et puis je ne sais plus quoi en dire, tellement elle a de titres et de qualités. Euh, et comme d'habitude, très généreuse, je pense. Nous allons avoir un exposé dynamique sur l'actualité des mardes, et notamment sur les nouveaux textes et le décret du 18 juillet dernier qui ont modifié beaucoup de choses d'une manière générale dans la procédure civile, qui est donc la spécialité de Nathalie, mais aussi dans le monde de l'amiable, de la place du médiateur, la place des avocats, la place du juge et le conventionnement des relations entre les uns et les autres. Nathalie, je te laisse comme d'habitude la parole, et tu le sais, à ce café de la médiation, puisque tu es une habituée, pour nous faire ta présentation générale. Je vais demander à tout le monde de ne pas oublier de m'écrire les questions, s'il vous plaît, sur l'espace Q et R qui est en bas de votre écran, parce que c'est plus facile dans ces conditions de lire vos questions et de les envoyer. Nathalie prendra les questions des personnes qui sont dans la salle physiquement, et moi, je formulerai les questions à distance. Comme d'habitude, nous finirons à 19h30 précisément, et nous commençons il est 18h. Je vous remercie de votre présence. Chimène, est-ce que tu veux dire un mot d'accueil pour Nathalie avant de commencer? Merci beaucoup, Hermod, pour cette introduction et cette présentation. Et merci, un grand merci à Nathalie. Voilà, on anticipe sur la rentrée. Donc les questions sont nombreuses et on est ravis d'avoir vos éclairages. Et merci aussi de votre présence physique pour représenter l'IFOMEN. Parfait. Bien, Nathalie, alors tu as la peut-être, parole. merci beaucoup. Bon, après cette introduction, et merci pour tous les compliments. Eh bien, écoutez, merci au présent et merci au présent virtuel de partager avec moi les réformes. Je sais que parmi vous, il y a des juristes et des non-juristes, donc je vais bien sûr adapter mon discours pour qu'il soit compréhensible par tout le monde. Mais il faut bien dire que la réforme, ça a été le 18 juillet 2025, un décret donc, qui a quand même révolutionné la dynamique du procès civil. Quand on dit civil, c'est civil, commercial, social, rural et fiscal, hein. C'est toutes les matières qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Donc, on exclut le contentieux administratif parce que dans le contentieux administratif, on a une médiation administrative, on a des textes très particuliers avec une organisation très différente. Alors que là, donc, il y a eu une réforme. Alors, cette réforme, si vous voulez, elle prend acte du fait que la médiation, la conciliation ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'implanter. Donc, elle essaye à travers un corpus législatif, parce qu'en France, on est dans un pays de droit écrit, et pour changer les pratiques des professionnels, mais aussi des citoyens, eh ben, il faut des obligations légales. Autrement, on est français, donc on considère que tout ce qui n'est pas impératif, on n'a pas besoin d'y adhérer. C'est un peu l'idée, c'est comme ça qu'on fonctionne. On appelle ça les pays de droit écrit, de droit romano-germanique, c'est-à-dire où c'est écrit, on exécute, où ça n'est pas écrit et on considère qu'on n'a aucune obligation. Donc là, on a un corpus de règles. Et constatant justement que ça ne fonctionnait pas suffisamment, on essaye d'inverser le mouvement, tout en prenant en compte le fait que la médiation, la conciliation, les accords, on ne peut pas forcer les gens à se mettre d'accord. On ne peut pas les forcer. Donc, on va les inciter de plus en plus. On va inciter les professionnels, les juges, les avocats et bien sûr les médiateurs et les conciliateurs à rentrer dans un mouvement en espérant que les justiciables, quand ils vont avoir des obligations, ils vont les exécuter, peut-être adhérer, peut-être qu'in fine, on va développer l'idée de médiation qui va être le pendant de l'idée du procès comme mode de résolution des litiges. Parce que quand on fait des micro-trottoirs et qu'on interroge les gens dans la rue et on leur dit, voilà, vous avez un conflit avec votre voisin, comment allez-vous le régler? La première chose qu'ils disent, c'est si on n'arrive pas à s'arranger comme ça de gré à gré, il faut saisir un juge. Non, il faudrait que tout le monde comprenne qu'il y a d'autres méthodes pour arriver à la résolution du différend sans nécessairement avoir recours au juge. Alors, comme on est quand même dans un décret qui s'insère dans le code de procédure civile,
c'est vrai que les dispositions ont quand même une forte connotation judiciaire, parce que effectivement, il s'agit de… Ah oui, là, j'ai de l'écho, là. Il s'agit d'intégrer… Je suis rentrée dans son portable sans le faire exprès. Hein. Faites quelque chose, là, éteignez-le, éteignez-le. En fait, c'est parce qu'elle a dû appuyer sur le fait que je suis enregistrée par son téléphone qui fait dictaphone. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai l'habitude parce que mes étudiants, quand ils ont la flemme de prendre des notes dans mon cours, vous savez, ils ont tous des ordinateurs, ils appuient sur le logiciel dictée vocale et moi, je parle et ça se traduit directement sur fichier Word sur l'ordinateur. Ils n'ont même plus besoin de se concentrer pour prendre des notes. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas bruyant parce que sinon, il y aurait des remontrances. Bref, on est dans le cadre d'une activité quand même juridictionnelle ou judiciaire ou parajudiciaire. Donc, nécessairement, il y a une connotation procédurale. On a procéduralisé l'amiable. On l'a juridicisé. On ne pouvait pas faire autrement. Il y a des tas de modalités de médiation informelles qui ont toute leur valeur sociale, mais ça n'intéresse pas un code ni les juristes. À partir du moment où les juristes appréhendent la médiation, ils vont la processualiser, ils vont créer un cadre, une sécurité juridique, ils vont la mettre à la disposition des professionnels, des acteurs de la justice, c'est-à-dire des avocats, des experts, des juges. Donc nécessairement, quand c'est rentré dans le code, il y a des règles techniques auxquelles les médiateurs sont soumis. Et en même temps qu'on règle la médiation judiciaire, c'est-à-dire l'intégration de l'activité du médiateur dans un procès, qui est nécessairement encadré procéduralement, on a aussi réglementé la médiation conventionnelle à minima. Parce que comme la finalité est la même, c'est d'aboutir à un accord, Cet accord, pour un juriste, ça s'appelle un contrat. Tout accord de volonté en vue de créer des effets juridiques, ça s'appelle un contrat. Donc, toutes les règles relatives au contrat, elles sont les mêmes dans la médiation judiciaire et dans la médiation conventionnelle. C'est normal. Il y a toujours un accord des parties. Et évidemment, cet accord, je le dirai tout à l'heure, il y a des procédures d'homologation qui ont été modifiées, etc. Mais bon, ça concerne moins les médiateurs, sauf la rédaction de l'accord, je le dirai dans 2 minutes. Bref, on essaye d'inciter, on essaye de développer, etc. Et quand on veut impérativement que les gens aillent en médiation, on rédige le décret du 5 août 2025. Qu'est-ce qu'il a dit, ce décret du 5 août 2025 ? Quand un avion arrive avec 6 heures de retard, vous avez 200 passagers qui potentiellement ont droit à 150 €, 200 €. Vous savez, il y a une convention internationale qui régit ça. Si c'est 24 heures de retard, c'est tant, etc. Tout est barémisé. Et la compagnie d'aviation, elle doit 200 €. Elle ne paie pas. Spontanément, elle ne va pas dédommager les passagers. Ce qui veut dire que vous avez 165 personnes qui vont assigner la compagnie d'aviation devant le tribunal du lieu du siège social de cette compagnie. Et je ne vais pas les nommer, mais il y a certains tribunaux de la périphérie parisienne dans lesquels il y a pas mal de sièges sociaux qui voient arriver mais des centaines d'assignations ou de requêtes et qui en ont assez de rendre des jugements dans lesquels ils disent oui, vous avez droit à 125 €, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le décret du 5 août 2025 ? Il a rendu obligatoire à peine d'irrecevabilité de la demande, de l'assignation, on ne peut plus assigner, obligatoire la saisine du médiateur de la consommation. Mais ce n'est pas pour une réunion d'information, c'est pour faire une médiation devant le médiateur de la consommation. Voilà, c'est obligatoire. On ne peut plus saisir le juge. Et le médiateur de la consommation, qui est un médiateur dit aviseur, vous le savez, les médiateurs de la consommation sont des médiateurs aviseurs. Ils prennent le dossier, ils communiquent les pièces au contradictoire à la compagnie d'aviation et lui disent maintenant, regardez, il a la preuve du billet d'avion, du retard, vous devez payer 125 €. La compagnie d'aviation, elle sait qu'elle doit les payer les 125 €. Donc, le médiateur, il fait une proposition d'accord. Et la compagnie d'aviation, elle n'a plus qu'à adhérer, verser l'argent et on n'en parle plus. Donc, ils peuvent proposer un accord, ce sont des médiateurs aviseurs. Ils donnent des avis et eux, ils font même des propositions d'accord. Ça va beaucoup plus loin, d'accord ? Et donc, tous les retards d'avion, les annulations d'avion et les refus d'embarquement, maintenant, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous saisissez le médiateur du tourisme et des transports. Décret du 5 août 2025. Donc, vous voyez qu'on est en France. Quand on veut impérativement que les gens aillent en médiation, on les oblige
par une disposition légale et on leur interdit l'accès au juge temporairement. Bien sûr, si le consommateur, si la personne transportée n'est pas d'accord avec la compagnie d'aviation, si la compagnie d'aviation conteste devant le médiateur en disant c'est pas vrai, ce jour-là, on n'avait que 2 heures de retard et pas 3 heures, donc on ne doit pas les 125 €, dans ces cas-là, ils adhéreront pas à la proposition d'accord du médiateur et là, il faudra assigner devant le juge. Et on pourra le faire parce qu'on aura un constat d'échec, évidemment, du médiateur de la consommation. Donc là, il n'y aura absolument aucun problème. Mais vous voyez que, voilà, on y va petit à petit. Et dans certains contentieux, on dit, mais non, là, la médiation, c'est le seul mode vraiment amiable, donc allez-y. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, à force d'être obligé d'aller en médiation, peut-être que les citoyens auront le réflexe de la médiation. Vous voyez, si une fois, ils ont été devant le médiateur du tourisme et qu'ils ont obtenu leurs 125 €, quand ils auront une autre difficulté de voisinage ou autre, ils se diront, au fond, la médiation, ça a fonctionné dans ce cas-là, ça va peut-être fonctionner dans une autre hypothèse. Tout est fait pour inciter vers un mode amiable. Maintenant, quand on saisit un juge en dehors de ce secteur, là, il n'y a plus d'obligation de saisir un médiateur de la consommation. Mais quand on a saisi le juge, parce qu'on va voir un avocat et l'avocat saisit le juge, on a modifié un principe directeur du procès, je vais vous le lire, c'est l'article 21, qui montre bien que les autorités publiques, elles veulent que tout le monde intègre l'amiable. Alors, je vais lire l'article 21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties, virgule, et de déterminer avec elles le mode de résolution le plus adapté à l'affaire. Donc, il faut que le juge, dans sa pratique au début de la procédure, parle avec les avocats, parle avec les justiciables en leur disant, écoutez, est-ce que vous êtes bien sûr que le mode le plus adapté pour résoudre votre différence, c'est mon jugement? Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? Est-ce qu'un mode amiable ne serait pas plus adapté? Donc, un dialogue doit émerger du juge. Et l'alinéa 2 dit, les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. Donc, on dit aux parties qui ont formé le procès, on leur dit, écoutez, là, vous avez assigné, mais ce n'est pas grave. Demain, vous pouvez, en cours de procédure, encore trouver un mode amiable de résolution de votre litige. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation véritable. On ne dit pas aux gens, vous devez d'abord tenter la médiation, sauf dans le secteur dans lequel que je vous ai mentionné tout à l'heure. Mais là, on ne les oblige pas, mais on essaye de changer un peu l'approche tout petit à petit, et c'est quand même un principe directeur du procès. Donc voilà, la culture du juge doit changer, la culture de l'avocat, la culture du justiciable, pour l'amener vers un mode amiable, quel qu'il soit, évidemment. L'ARA, la médiation, la conciliation, ou des pourparlers informels qui aboutissent à la signature d'une transaction. C'est possible aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Voilà donc pour cet premier élément. Alors maintenant, je vais axer mon propos évidemment sur les modifications concernant la médiation, parce que je sais qu'on est dans le cadre d'une formation IFOMEN, donc je vais me contenter de ça parce qu'il y a une autre avancée considérable, je le dis pour les avocats ici, qui sont avocats médiateurs évidemment et qui sont là ou en distanciel. On a aussi contractualisé la mise en état. L'instruction de l'affaire, elle a été contractualisée, c'est-à-dire que les avocats peuvent gérer par tout seuls les délais, les modalités d'échange des conclusions, au lieu d'occuper, si je puis dire, le juge de la mise en état qui a autre chose à faire et qui va rédiger des jugements pendant ce temps. Donc, on a contractualisé les phases de l'instance. Mais attention, ce n'est pas de l'amiable. Ça n'a rien à voir avec l'amiable. Ce n'est pas du tout dans le livre 5. C'est un mode de traitement de l'instance par les avocats ou par les parties quand il n'y a pas d'avocat. Voilà, mais ça, c'est autre chose. Alors, sur le volet médiation et conciliation, quelles sont les grandes tendances et quelles sont les nouveautés? Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des principes communs à tous les modes amiables. L'audience de règlement amiable, la conciliation par les conciliateurs de justice, la médiation par les médiateurs, et qu'il s'agisse de la médiation judiciaire ou de la médiation conventionnelle. Ce sont des principes communs. C'est donc beaucoup plus clair. Alors, quels sont ces principes communs? D'abord, la définition. Alors, je sais bien que tout le monde ne va pas être satisfait, mais la définition de la conciliation et de la médiation est identique. C'est vrai qu'ils ont le même but.
C'est la conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. Et ça définit la finalité de la médiation comme de la conciliation. C'est pas faux. Mais les textes précisent tout de suite qu'il y a une différence. Le médiateur est rémunéré, et il y a des textes sur la rémunération, bien sûr, alors que le conciliateur de justice est bénévole, mais ça, ce n'est pas une nouveauté, hein, on le sait, mais c'est dans le texte. Donc, voilà, c'est la différence essentielle entre les deux. Maintenant, nous savons aussi qu'il peut y avoir des différences de posture, de formation, d'investissement. On sait que le conciliateur peut proposer une solution, pas le médiateur nécessairement, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas du droit, hein. Les outils de communication, les méthodes de communication, ce n'est pas du droit, hein. Ça n'a rien à faire dans un code de procédure civile, rien du tout. C'est la raison pour laquelle le code n'énonce pas cette différence. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que la finalité est la même. Voilà. Deuxième principe commun qui est bien connu, je ne vais pas insister, on ne peut pas faire de médiation sur un droit qui n'est pas disponible. C'est-à-dire, on ne peut pas violer l'ordre public. Voilà, quand c'est d'ordre public, on ne peut pas faire une médiation. On ne pourrait pas divorcer par médiation. Ce n'est pas possible. En revanche, on peut faire une médiation sur le montant de la prestation compensatoire, mais pas sur le principe du divorce. Voilà. Bon, après, j'insiste pas parce que la notion d'ordre public est quand même très restreinte et que quand on est en médiation judiciaire, le juge, il va pas envoyer en médiation un droit d'ordre public, donc ça ne se pose pas. Et en matière de médiation conventionnelle, quand ce sont les avocats qui saisissent un médiateur, ils savent très bien si le droit est disponible ou pas, donc ça ne se pose pas. Et si les particuliers viennent voir le médiateur, c'est quand même à lui à savoir s'il est dans le cadre de l'ordre public ou pas. Et je ne vais pas insister parce que ce n'est pas nouveau. Voilà, ça a toujours existé, ça. Troisième principe commun, la confidentialité. Alors là, il faut faire très attention parce qu'il y a une nouvelle définition de la confidentialité qui intègre d'ailleurs la jurisprudence dont moi j'avais déjà fait mention dans un précédent café de la médiation qui était consacré à la confidentialité, me semble-t-il. Alors, l'article 1528-3 du Code prévoit, et ça c'est valable pour la médiation judiciaire et conventionnelle, hein. Attention, c'est un principe commun. Tout ce qui est dit, écrit et fait au cours de la médiation est confidentiel, sauf accord contraire des parties. Voilà, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation, et sauf accord contraire des parties. C'est-à-dire les échanges, les propositions, les dialogues, les mails envoyés au médiateur par l'une des parties. Voilà, tout ce qui est dit, écrit et fait. Les paperboards, les notes de synthèse, tout ce qu'on écrit au cours du processus. Hein. On est bien d'accord. Deuxième alinéa. Cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable. Les pièces élaborées dans le cadre du processus amiable. Là encore, c'est sauf accord contraire des parties. Souvent, les médiateurs ont des difficultés avec les projets d'accord. Vous savez, les accords partiels, on dit « Ah oui, mais on va se revoir la prochaine fois. Oh non, voilà, oui, on est peut-être d'accord là-dessus. » Et puis la fois d'après, évidemment, la partie dit « Ah ben non, mais j'ai changé d'avis. » Ben ça, c'est confidentiel. Parce que c'est une pièce, c'est un écrit qu'on a rédigé, un projet d'accord. Ça, c'est une pièce qui est rédigée dans le cadre du processus. D'accord ? Alors, la seule question qui peut se poser, c'est une expertise ou une consultation qu'on aurait élaborée dans le cadre du processus. Alors, ça concerne surtout les avocats, bien entendu, et pas les médiateurs. Mais si, par exemple, les avocats, au cours d'une médiation, disent bah, « nous, on a besoin d'une expertise pour voir si le branchement électrique était correct ou pas », à ce moment-là, on prend un expert dit amiable, mais il faut arrêter parce que ce n'est pas un expert amiable, c'est un expert non judiciaire, et puis c'est tout. À ce moment-là, il faut que les parties décident si ce rapport est confidentiel ou ne l'est pas. Voilà, parce qu'il est quand même élaboré dans le cadre du processus. Donc, il faut faire attention qu'en cas d'échec, on ne mette pas ce rapport dans le débat judiciaire. Maintenant, si les parties sont d'accord pour le mettre dans le débat judiciaire, il n'y a pas de difficulté. Donc là, ça reste encore une petite contrainte pour les avocats, bien sûr,
qui gère quand même la confidentialité dans la médiation, hein. Mais pour les médiateurs, il faudra faire attention à vos clauses de confidentialité. Le mieux, c'est de recopier l'article 1528-3 du Code de procédure civile, hein. Au moins, il n'y a pas d'erreur. Troisième alinéa, les pièces produites au cours de la médiation, elles ne sont pas couvertes par la confidentialité, ne sont pas. D'accord ? Quand on vient avec le titre de transport, le billet d'avion, et la preuve du retard, on ne peut pas le soumettre à la confidentialité. C'était une pièce préexistante, objectivée. On ne peut pas la confidentialiser. Ça, c'est pas possible. Ne sont pas confidentielles. D'ailleurs, elles relèvent du droit à la preuve, qui est un droit de l'homme. Et moi, si je saisis le juge parce que j'ai un différend, je dois pouvoir prouver ce différend. Ce n'est pas parce que j'ai apporté la preuve du contrat, la facture, le rappel de paiement, la sommation de payer que m'a adressé mon créancier et je n'ai toujours pas payé. Et bien ça, c'est une pièce qui n'est pas couverte par la confidentialité. Alors, ce n'est pas la peine en tant que médiateur de mettre pièce confidentielle. Ce n'est pas la peine de dire aux parties tout ce que vous apporterez en médiation est confidentiel. C'est faux. C'est faux. Voilà. Donc, il faut être prudent. Alors, avant, il fallait se référer à la jurisprudence, etc. Alors que maintenant, c'est écrit dans le texte, c'est beaucoup plus clair et il n'y a pas de problème. Et c'est un principe commun à toutes les médiations, toutes les conciliations par un conciliateur de justice et même à l'audience de règlement amiable devant un juge. Donc, il n'y a aucun problème sur ce plan-là. Voilà pour ça. Après, il y a les obligations de déontologie du médiateur, l'impartialité, la diligence et la compétence. Je ne vais pas insister, ça vous connaissez. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Alors, pour rester dans le cadre alors des principes communs, je voudrais dire un mot sur l'injonction de rencontrer un médiateur. Ça, c'est important. Parce qu'en plus, ça a donné lieu à des commentaires sur LinkedIn délirants. Et en plus de la part d'avocats, hein, ce qui était quand même inquiétant. Mais aussi de la part de la presse, de journalistes, etc., qui ont dit « Pour divorcer, maintenant, il faut passer devant un médiateur payant. » Quand même, c'est n'importe quoi. Alors, l'injonction. D'abord, elle a toujours existé, vous le savez, hein. Alors, qu'est-ce qui a changé dans l'injonction? La première chose qui a changé, c'est que le texte prévoit la décision 2 en 1, vous savez, celle qui permet à un juge d'enjoindre de rencontrer un médiateur et de désigner le médiateur, de fixer sa mission, l'objet de sa mission, le montant de sa rémunération, comme dans une médiation judiciaire. Mais comme il n'a pas l'accord des parties, puisque justement elles ne sont pas d'accord, il va dire que c'est le médiateur qui recueille l'accord des parties. Donc, il enjoint aux parties d'aller à une réunion d'information. À cette réunion, le médiateur informe, tout va bien. Ensuite, le médiateur, à l'issue, pose la question aux parties en leur disant « Écoutez, là, moi, j'ai été désigné comme médiateur. Est-ce que vous êtes d'accord pour entrer en médiation ?» Si les parties disent oui, eh bien, nous sommes dans une médiation judiciaire et le médiateur va informer le juge du fait qu'il a obtenu l'accord des parties. D'accord? C'est ce qu'on appelle le 2 en 1 qui était pratiqué par certains juges et qui est maintenant légalisé. Ça n'est pas obligatoire. Le juge peut se contenter d'une injonction de rencontrer les médiateurs pure et simple, hein. Il fait ce qu'il veut, mais il peut aussi ajouter la désignation d'un médiateur judiciaire. Donc, quand vous recevez une injonction de rencontrer un médiateur, lisez-la, hein, pour savoir si par hasard c'est du 2 en 1 ou du 1 tout seul. Et à ce moment-là, c'est juste une réunion d'information. Deuxième précision, la réunion d'information est soumise au principe de confidentialité. D'accord? Donc, si par extraordinaire, au moment de la réunion d'information, vous dites autre chose que voilà comment fonctionne une médiation, voilà ce que c'est qu'un médiateur, etc., et que les parties commencent à vous raconter leur histoire, ce qui arrive parfois, ça, c'est confidentiel. Tout ce qui sera dit, écrit et fait au cours de la réunion d'information est confidentiel. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la présence ou l'absence d'une partie. Voilà. Quand le juge a dit à Madame X et à Monsieur Y d'aller à une réunion d'information, si Monsieur X n'est pas là, le médiateur doit le dire au juge. Monsieur X n'est pas venu à la réunion d'information ou ne s'est pas connecté à la visio. D'accord? Pourquoi est-ce que cette information n'est pas confidentielle? C'est écrit dans le code, hein. Eh bien, tout simplement parce que, et ça c'est une autre nouveauté,
Si une partie sans motif légitime ne va pas à la réunion, elle risque une amende. Le juge peut la condamner à une amende d'un montant maximum de 10 000 euros. Si, sans motif légitime, elle n'est pas venue à la réunion d'information. D'accord? Parce que là aussi, on a constaté, oui, on a constaté que les parties ne se présentaient pas nécessairement à la réunion d'information et que ça ne servait à rien de faire une injonction. Donc là, on leur dit maintenant, vous devez y aller. À la réunion d'information, hein, j'entends bien, pas en médiation. Même si le juge peut leur proposer par anticipation, le médiateur est obligé de leur demander leur accord. Et s'il n'a pas leur accord, ça s'arrête là. D'accord? Donc ça, c'est évidemment une nouveauté qui va rendre l'injonction beaucoup plus intéressante. Voilà les grandes modifications, évidemment, qui ont bouleversé un petit peu les textes, hein, et qui peuvent assurer un vrai développement de la médiation dans un cadre judiciaire. Parce que pour le reste, dans la médiation judiciaire, alors maintenant, il n'y a pas énormément de changements, si ce n'est la durée. La durée, elle passe à 5 mois au lieu des 3 avant, qui était la durée maximale. Là, maintenant, elle est de 5 mois. Et sur demande du médiateur, elle peut être prorogée pour une nouvelle durée de 3 mois. Ça permet d'allonger ce que les médiateurs avaient d'ailleurs réclamé, hein, en disant 3 mois, c'est trop court, 3 plus 3, même 3 plus 3, là, ça fait 5 plus 3. Voilà. Donc, ça laisse un peu plus de marge, bien entendu. Bon, après, si le délai est dépassé, comme le disent la plupart des médiateurs, eh ben, il faut partir en conventionnel, hein, parce que sinon, voilà. Autre nouveauté dans la médiation, c'est l'assistance des parties, l'article 1535-2. Devant le médiateur, les parties peuvent être assistées, j'ai bien dit assistées, par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Donc, si on est en médiation judiciaire, devant le tribunal judiciaire, l'avocat est obligatoire. On est en procédure écrite, l'avocat est obligatoire. D'accord? Dans ces cas-là, il leur fait une injonction, il y a une médiation judiciaire qui est en route, peu importe que ce soit à l'issue d'une injonction ou tout simplement une médiation sans injonction, eh bien, les parties ont le droit d'être assistées par l'avocat. Ce qui veut dire que vous, médiateur, vous ne pourrez plus, médiateur judiciaire, vous ne pourrez plus refuser la présence d'un avocat dans le cadre des audiences de médiation. Mais j'entends bien, c'est de l'assistance. L'avocat ne peut pas dire « Ah, je viens tout seul et je représente la société ou Madame Truc ». On ne représente pas. Représenter, ça veut dire avoir un mandat pour agir à la place. Ce n'est pas ça, c'est de l'assistance. L'assistance, ça veut dire la partie vient et elle est accompagnée de son avocat qui peut l'aider, qui peut demander des apartés, qui peut demander à parler seul au médiateur, etc. Il assiste, d'accord? Ce qui est un peu logique parce que comme il rédige l'accord, il aime autant savoir ce qui s'est dit. Comment voulez-vous qu'il rédige un accord s'il n'a pas assisté à la médiation, s'il ne sait pas ce que son client a raconté, quels étaient les termes de l'accord précis, etc. Donc, ce n'est pas complètement stupide de permettre aux parties d'être assistées. Si maintenant, c'est un juge de proximité qui a renvoyé à une médiation, les parties ont accepté. Là, l'avocat, il n'est pas obligatoire devant un juge de proximité, pas du tout. Là, on peut se faire devant le juge de proximité, hein, bien sûr, on peut se faire, bien sûr, assister par son conjoint, parent, un allié, tout ce que vous voulez. Eh bien, ces personnes-là, elles peuvent assister la partie devant le médiateur. Donc, le mari, par exemple, qui a une procédure, il peut dire « Oui, mais ma femme m'accompagne, elle m'assiste ». Ben oui, c'est possible, puisque sa compagne, son épouse, etc., peuvent le représenter et l'assister devant un juge de proximité. C'est l'article 762 du Code de procédure civile qui définit la liste des personnes qui peuvent représenter et assister lorsque l'avocat n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, on a toujours la même assistance par les parties, c'est le parallélisme des formes. D'accord? Je vous dis ça parce que moi, j'ai un médiateur qui m'a posé la question parce qu'il avait une médiation avec monsieur et il a absolument voulu que madame vienne. Il me dit, mais est-ce qu'elle peut venir? Ah ben, j'ai dit, ça dépend. Ça dépend. Si c'est une procédure devant le tribunal judiciaire, elle ne peut pas venir comme assistante.
Elle peut venir comme fantôme, témoin, coach, soutien moral, tout ce que vous voulez. Mais elle ne peut pas assister la partie parce que depuis ce texte, depuis le 1er septembre 2025, seules peuvent assister les parties celles qui ont qualité pour le faire d'après le code de procédure civile et pas d'après la volonté d'eux. On ne peut pas aller devant un juge de proximité en se faisant assister par son voisin. Ce n'est pas prévu par le texte. En revanche, on peut demander au médiateur d'entendre le voisin. Bien sûr, ça c'est possible, mais il est entendu en tant que témoin, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il ne vient pas assister la partie. Il faudra faire cette espèce de petite subtilité depuis la réforme. Ensuite, en ce qui concerne la rédaction de l'accord, c'est le dernier point sur lequel j'insisterai parce que c'est là qu'il y a eu la réforme la plus importante, rédaction de l'accord. Alors, on est toujours dans la médiation judiciaire et c'est l'article 1535-7 de cet élément. Alors, l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. D'accord ? Voilà. Donc, un écrit signé par les parties. On dit peut, parce qu'il y a aussi des médiations dans lesquelles on a un accord purement verbal, sachant que pour un juriste, un accord purement verbal est générateur de difficultés s'il n'est pas exécuté, parce qu'on ne peut pas le prouver. Comment voulez-vous prouver un accord verbal? Donc, si c'est exécuté spontanément, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas exécuté, ça devient très compliqué. Et ensuite, on ne peut pas faire homologuer un accord verbal. Donc, il n'y aura jamais la force exécutoire. Mais bon, après, il y a des accords dans lesquels il y a une exécution immédiate, spontanée, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Mais il peut être constaté, et c'est signé par les parties. Donc, l'accord issu d'une médiation judiciaire, hein, j'insiste bien, peut être constaté par écrit. Dans ce cas, nous dit le texte, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. Voilà une obligation, une nouvelle obligation qui vous incombe, c'est que quand les parties mettent leur accord par écrit dans une médiation judiciaire, vous devrez attester que cet accord est bien le résultat de votre médiation. Pourquoi? C'est pour que le juge, quand il l'homologue, il se dise oui, il y a bien eu une médiation judiciaire. Et pas cet accord, il a été signé dans un bar, là, entre les deux parties, sans aucune assistance de personne et sans l'intervention de personne. Ou avec un médiateur fantoche qui s'est prétendu médiateur. D'accord? Donc, vous ne signez pas le contrat en tant que partie, vous rédigez une attestation. Alors, la pratique dira comment? Soit, à mon avis, soit sur un papier à part, le médiateur atteste que l'accord 6 juin et le résultat 2, ou alors quand les parties ont signé l'accord, à la fin, le médiateur, Madame Untel, atteste en sa qualité de médiateur que cet accord est bien le résultat de sa médiation. Point. Ça ne vous engage pas dans l'accord. Ce n'est pas vous qui rédigez l'accord. Ce n'est pas vous qui le mettez par écrit, mais ce sont les parties qui sont engagées. Mais néanmoins, vous attestez que c'est le résultat d'une médiation judiciaire. Ça, c'est pour la médiation judiciaire, bien sûr. Dans la médiation conventionnelle, on n'a pas cette obligation. C'est normal, aucun juge n'est intervenu, donc bon, se dit qu'après, si les parties veulent le faire homologuer, à elles de démontrer que c'est le résultat d'une médiation. Et si elles ne peuvent pas démontrer que c'est le résultat d'une médiation, ça n'est pas grave, elles devront rédiger une transaction. Parce que pour être homologué, un contrat qui constate un accord qui n'est pas le résultat d'une médiation ne peut l'être que s'il s'agit d'une transaction ou d'une conciliation devant le conciliateur de justice, bien sûr, hein, je n'en parle pas, mais c'est la même chose. Ça ne peut être qu'une transaction, voilà. Et ce n'est pas trop grave. Voilà l'essentiel des modifications, IRBOD. Tout le monde reste bouche bée, dont moi. Oui, J'essaie de remettre mes neurones en place. J'ai dit l'essentiel, en tout cas. Je sais bien, et tu l'as très bien fait, merci beaucoup. Je pense qu'il faut prendre 2 secondes pour applaudir Nathalie, déjà, pour commencer. Un petit applaudissement. On n'entend pas très bien. Je proposais de prendre 2 secondes pour t'applaudir, pour te remercier déjà pour cette présentation. Voilà. Merci. Et
Maintenant, pour revenir sur les questions, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Allez-y, commencez par par les premières questions dans Alors, il la y a une salle. question dans la salle que je vais reformuler quand elle sera terminée. Allons-y. Ah oui. Ah oui. Alors, pour l'expert judiciaire, je ne l'ai pas mentionné pour l'instant dans le cadre, j'ai parlé de la médiation judiciaire, hein, d'accord? L'expert, c'est autre chose. Alors, en revanche, c'est autre chose, mais enfin, bon, alors je vais revenir à la case départ. Parfois, on a besoin d'un expert technique, mais l'expert, là, dans l'hypothèse que j'ai donnée, alors monsieur pose la question du On a rôle de entendu l'expert, hein, de l'expert judiciaire. voilà, de C'est l'expert. bien de faire un focus. Oui, quand on est dans le cadre d'une médiation, il y a plusieurs hypothèses. On n'a pas d'expert encore. Là, c'était au début de la procédure. On est arrivé au début de la procédure. Le juge vous a dit, allez, moi, je renvoie dans 6 mois. Hein, voilà. Donc, pendant ce temps-là, vous n'allez pas perdre du temps. Je fais une injonction de rencontrer un médiateur. D'accord. Et puis, en même temps, je fais du 2 en 1 avec une médiation judiciaire. Les parties se disent, bah oui, au fond, si on part en médiation judiciaire, on va déjà gagner les 6 mois là, qu'il nous a promis pour une audience de renvoi. D'accord. Et donc là, on va aller en médiation. D'accord. Oui, mais il y a un problème technique. C'est-à-dire que l'artisan avec lequel j'ai une difficulté, il prétend qu'il a bien branché l'électricité. Et moi, je dis que j'arrête pas d'avoir des courts-circuits. Alors, on a besoin d'un expert. Je parle d'un électricien, un vrai expert. Mais ce n'est pas une expertise judiciaire, parce qu'on ne va pas aller saisir le juge pour lui demander de désigner un expert dans le cadre, puisqu'on est en médiation. Donc, on va aller chercher un électricien et on lui demande un avis. Ça s'appelle une expertise ou une consultation non judiciaire, puisqu'on est allé chercher tout seul l'expert, l'électricien, hein, le vrai expert technique, et on lui demande un avis. Qu'est-ce que… Eh ben, je l'appelle expert parce que c'est un expert. Ah ben, il peut être inscrit sur la liste près la cour d'appel dans la rubrique électricien. Oui. Alors, le technicien, c'est dans le code de procédure civile. Que signifie le technicien? Quand on suit les articles du code, il y a 3 catégories de techniciens. 1, l'expert. 2, le consultant. 3, le constatant. D'accord? Ça s'appelle, tous les 3, ils s'appellent des techniciens. Voilà, le mot technicien est un terme générique qui regroupe 3 catégories d'individus, parmi lesquels l'expert, le vrai, l'expert judiciaire, le vrai, celui qui est inscrit sur les listes. Justement, c'est ça le débat. Le débat, c'est qu'aujourd'hui, un juge peut faire appel à un technicien obligatoirement. Excusez-moi. Alors, Juste, attention, on va pas… attention. Attends, Nathalie, Si l'expert, oui, mais là, on est dans on va… l'expertise, on n'est plus dans l'amiable. Oui, alors c'est pas grave, mais on va pas lancer un débat sur le sujet puisque ces catégories-là existaient préalablement à la Ben réforme oui, il n'y a pas de et réforme. donc rien n'a été modifié. Là, on est sur l'actualité de la réforme. Oui, Donc, oui. s'il faut Parce que faire votre expert, là, il quelque n'est chose pas de… médiateur. Donc, vous voyez, il n'est pas médiateur. Bon, mais laissez de côté l'expertise. C'est un problème à part. Parce que quand on est dans le cadre d'une On médiation, c'est fera un café exceptionnel que qu'on ait sur ça. recours à un technicien. On fera un Mais ça café peut. sur médiation et Oui, expertise, il n'y a pas de expertise. difficulté. Ah oui. Oui. Oui, Bon. il y a une autre question dans la salle. Merci. Question à double tête. Vous avez parlé de l'injonction, franchement, de l'injonction en tant qu'indicateur qui est rendu par le juge de la mise en état Oui. et qui est parti pour partir après la réunion d'information pour partir Oui. soit en médiation judiciaire. Quand c'est du 2 en 1, ça sera une médiation judiciaire. Hein. Là, c'est du 3 en 1. Oui, mais il y a des juges, j'en ai vu, hein, il y a des ordonnances dans lesquelles on dit, voilà, je fais du 2 en 1 de la manière suivante. J'enjoins de rencontrer un médiateur pour information et ensuite, je désigne ce médiateur comme médiateur, je lui demande de recueillir l'accord des parties et je dis que les parties iront en médiation conventionnelle et pas judiciaire. Mais c'est rare. En général, le juge, quand il désigne, c'est 2 en 1, c'est médiation judiciaire. Alors moi, celle que je reçois, en fait, c'est les parties ont le choix, Voilà. soit de partir en médiation Eh oui. conventionnelle, soit de demander au juge d'ordonner une médiation Oui, judiciaire. oui. Ça change quelque chose? Non, ça ne change rien, sauf que ça, c'est une pratique avant le texte, si vous voulez. Mais elle peut continuer. Hein. Elle peut continuer. Les juges font ce qu'ils veulent.
ils peuvent faire du 2 en 1 avec une option. En fait, c'est 2 en 1 avec une option conventionnelle ou judiciaire. La raison pour laquelle ils font ça, c'est que quand on part en médiation conventionnelle, personne ne s'en occupe. Alors qu'en médiation judiciaire, vous allez ennuyer le greffe. Le greffe pour la rémunération, l'acceptation du médiateur, tout ça, ça fait un trafic d'informations et le greffier, il a autre chose à faire, vous voyez, que de s'occuper de ça. Alors que si vous partez en conventionnel, le greffe, vous n'allez pas l'informer du tout. Et puis, les délais ne sont pas les mêmes. En médiation judiciaire, 5 mois plus 3 mois. En conventionnel, il n'y a pas de délai. Pas de délai. Donc, pour les parties, ce n'est pas pareil. Merci. Par contre, juste avec ma question, comme c'est juste de la mise en état qui est Oui. en ordonnance, est-ce que ça change quelque chose? Alors, juste, excusez-moi, la question, il Alors, faudrait que tu la il reformules. parlait, Madame demande, dans la mesure où c'est le juge de la mise en état qui rend cette décision, 2 en 1 ou pas d'ailleurs, est-ce que ça change quelque chose dans le cadre de l'instruction conventionnelle? Eh bien, dans l'instruction, alors, si vous voulez, dans l'instruction conventionnelle, le juge n'est pas dessaisi. Il n'est pas dessaisi. Mais si les avocats partent en instruction conventionnelle, le juge ne va pas s'immiscer en leur disant « Ah ben, tout à coup, là, vous êtes en train d'instruire votre affaire, je vous fais une injonction de rencontrer un médiateur. » Il va laisser les avocats instruire. Mais le texte dit que le juge n'est pas dessaisi, il peut prendre des mesures provisoires, il peut prendre des mesures conservatoires et il peut aussi trancher les incidents. Donc, à mon avis, il peut aussi faire une injonction de rencontrer un médiateur, même s'il y a une instruction conventionnelle. Mais ce n'est pas tout à fait l'objectif de la réforme. C'est une bonne nouvelle pour les médiateurs. Ah ben l'ensemble de... C'est pas une bonne nouvelle. Nathalie, Ah, c'est quand sûr. la personne, je ne sais pas qui parle dans la salle, mais quand la personne Oui, parle, alors, et que on tu mets en demande... place un dialogue, Oui. ici, les gens, les 200 et quelques personnes n'entendent rien. Les On est en 305 train personnes. d'essayer. Oui, oui. On est en train d'essayer de faire le lien entre l'instruction conventionnelle simplifiée et les Alors. injonctions de rencontrer un médiateur. Et la question est, Ah, est-ce que pendant une instruction conventionnelle simplifiée, le juge peut quand même enjoindre de rencontrer un médiateur? alors Voilà la déjà, on va question. définir l'instruction conventionnelle simplifiée, si Oui. tu veux, Alors, donc, parce c'est un accord entre les avocats pour définir les délais, le calendrier de leurs échanges de conclusion. Voilà ce que c'est que cette injonction, que cette instruction conventionnelle. Ce n'est plus le juge de la mise en état qui fixe les délais pour conclure. Ce sont les avocats eux-mêmes qui décident de leurs propres délais pour conclure et qui peuvent avoir recours conventionnel à un technicien, c'est-à-dire soit un expert, soit un consultant, soit un constatant. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. ok. Alors, Étant précisé que ça devient la norme et que l'exception oui, devient la fonction du juge de la mise en état. tout à fait. Mais comme ce processus est facultatif, c'est-à-dire que les avocats ne sont pas obligés de signer une convention d'instruction conventionnelle simplifiée, il faudra voir quelle est la portée de cette réforme, qui pose des difficultés quand même. Bon. Alors, on a Oui. beaucoup de questions aussi à distance. Alors, allez-y, il y a quelqu'un qui pose une Alors, question au premier rang, allons-y. En social. en droit social. Alors, au prud'homme, il y a un texte qui dit que la conciliation par les conciliateurs de justice n'est pas possible. Voilà, déjà. Il y a un autre texte qui dit que l'audience de règlement amiable n'est pas applicable. D'accord? Donc, conséquence, il n'y a rien qui change. Voilà. Alors, Alors, ils peuvent enjoindre de rencontrer des médiateurs. Hein. Ça, c'est pas. Mais il n'y a pas de changement là-dedans. En matière commerciale, oui. Alors, devant le tribunal de commerce, toutes ces règles s'appliquent. Hein. Non. Non, 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 non. On est en procédure orale. Quand il y a des avocats, ils peuvent faire une instruction conventionnelle. Vous savez, l'avocat est obligatoire au-delà de 10 000 euros. Non, non. Devant le tribunal de commerce, c'était la question. Non, non, il n'y a aucune particularité. Ils peuvent faire des arrats, ils peuvent enjoindre de rencontrer des médiateurs ou des conciliateurs de justice. Les textes leur sont applicables à 100%.
On peut Alors, prendre maintenant distanciel. il y a trois questions qui vont autour de la même question qui était sur la médiation de la consommation du tourisme. On te Oui. demande s'il n'y a qu'un seul médiateur du tourisme, qu'un médiateur. Est-ce que on peut en parallèle ou à la place du médiateur du tourisme saisir un médiateur conventionnel? Et si tu as une idée du coût de la prestation? Alors, il y a bien sûr qu'il n'y a qu'un seul médiateur du tourisme, mais c'est un service parce que ça rentre dans le cadre des médiateurs de la consommation. Donc, c'est un service. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent là derrière, hein. C'est pas une médiation normale. C'est-à-dire que là, on n'est pas là en train d'essayer de rétablir du lien entre le PDG d'Air France et la personne transportée, hein. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. On l'appelle médiation parce que la directive 2008 et la directive 2013 de la consommation, elles nous ont dit, pour nous, c'est de la médiation, vous appelez ça comme vous voulez, pour nous, c'est de la médiation. Donc, on l'appelle médiation. Mais il faut bien voir que le process est complètement différent. Donc, médiation du tourisme, il y a tout un service qui peut gérer des centaines de demandes, bien entendu, hein. C'est évident. Et deuxièmement, c'est gratuit. C'est gratuit. Qui est-ce qui paye? Air France. C'est le professionnel qui, à chaque fois qu'on saisit le médiateur du tourisme, comme n'importe quel médiateur de la conso, c'est le professionnel qui paye. Il a adhéré et en plus, à chaque connexion, c'est lui qui paye. Alors, je ne sais pas quel est le tarif. En tout cas, pour le consommateur, c'est gratuit, bien C'est sûr. gratuit pour le Bien sûr. consommateur, payant par le Ah professionnel. oui, sinon, on n'aurait pas Euh, pu l'imposer. la question, alors pour le coup, c'est un service qui est service C'est un service en organisé ligne. en En ligne. ligne. Et on te posait aussi la question de savoir si les gens pouvaient avoir recours à un médiateur conventionnel à la place du médiateur de la consommation pour répondre à Bah, cette oui. obligation. Alors, la réponse, c'est qu'on peut toujours essayer avec le PDG d'Air France, hein. Donc, ma réponse est non. Parce qu'il n'acceptera pas. Si on veut un médiateur conventionnel, il faut que l'autre partie accepte. On est dans une médiation conventionnelle, il faut l'accord des deux parties. Mais L'autre partie, on peut être représenté, Nathalie, par un non, mais cadre ayant d'accord. Mais qualité. l'avocat d'Air France, il ne va pas se promener chez un médiateur conventionnel payant, mais qui va payer? Air France? Ah bah non. Ah non, mais tu rêves là. Enfin, pardon. Je parle, Mais là, non, la question, parce je que crois que la question était posée en droit. C'était juste ça. oui. En gros, le Alors, texte, est-ce qu'il interdit? En théorie, le décret, il parle de la médiation du tourisme, mais rien n'interdit effectivement de faire une Exactement. médiation conventionnelle, bien sûr. Mais en pratique, En pratique, c'est ubuesque, mais on pose une oui, question, si ça écarte, non, ça n'écarte pas. non, juridiquement, non. Ok, quid de la place de la médiation dans la convention de mise en état, absente des modèles proposés, est-elle à la discrétion de l'avocat? Le juge peut-il intervenir pour la proposer? En gros, la grosse question qui est de dire, est-ce que dans le cadre de la convention de mise en état simplifiée, on peut prévoir d'avoir recours à un médiateur? Et est-ce qu'on a aussi le juge d'appui dans ces conditions? Je te laisse répondre en Oui. direct. Eh oui. Alors, on peut le faire parce que l'article 128 du décret qui organise le contenu de cette convention, d'instruction conventionnelle, il dit les parties peuvent notamment. Alors, il n'y a pas de recours à un médiateur ou un conciliateur, hein, ce n'est pas prévu expressément. Mais comme on dit notamment, c'est là qu'on a le recours à un technicien quand même, c'est-à-dire soit un expert, soit un consultant, soit un constatant. Là, ça, c'est prévu, mais on n'a pas prévu le recours à un médiateur. Donc, mais on peut le faire, bien sûr, puisque c'est notamment, donc les parties, elles peuvent aussi, les avocats peuvent aussi décider d'avoir recours à un médiateur conventionnel, bien sûr. Et la question qui a été posée tout à l'heure, c'est de savoir si le juge peut ordonner une injonction de rencontrer un médiateur et une désignation de médiateur judiciaire au cours d'une instruction conventionnelle. Et moi, je pense que oui, parce que le texte nous dit que le juge n'est pas dessaisi. La convention ne dessaisit pas le juge. Article 129-3, le juge ne dessaisit pas le juge qui connaît de toute demande liée à la convention des incidents, des exceptions de procédure, des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire. Oh, et il peut C'est-à-dire que aussi. ça n'intervient que si le juge est saisi d'une difficulté et dans le cadre de cette difficulté dit, je vous envoie en discuter Oui, devant un oui, médiateur. Voilà. oui, OK. oui. Question d'après. Est-ce qu'il ne faut pas recourir à la nouvelle procédure d'expertise conventionnelle comme une parenthèse dans la médiation si on veut s'en servir en dehors de la médiation?
La question, l'expertise. Oui, la question n'est oui. pas très claire de ce que Non, mais pour si, ma mais je comprends, compréhension. moi. Non, Je il y a deux comprends. voies de comprendre cette question. C'est est-ce qu'on peut, il y a la voie, est-ce que la médiation conventionnelle telle qu'elle est prévue dans cette convention renvoie directement à une expertise réputée contradictoire et donc non confidentielle, ou est-ce qu'on peut faire l'un et l'autre? Quand on est dans une instruction conventionnelle et qu'on désigne un expert conventionnel, tout est contradictoire. Et l'expertise, elle n'est pas confidentielle, puisque l'objectif, c'est de la montrer au juge quand on aura terminé l'instruction conventionnelle. Et d'ailleurs, si ce sont deux avocats qui décident de recourir à l'expert conventionnel en question, l'avis de l'expert a la même valeur qu'une expertise judiciaire. Et si c'est un consultant, son avis aura la même valeur que l'avis d'un consultant judiciaire. Donc, on ne va pas se priver de ça. Donc, c'est une expertise conventionnelle qui, dans le cadre de l'instruction conventionnelle, n'est certainement pas confidentielle. Sinon, on perd son argent, on perd son temps. Mais maintenant, si on part en médiation conventionnelle, la question que tu poses, c'est est-ce qu'on peut aller vers une expertise qui ne serait pas une expertise conventionnelle, quoi, au sens du code, hein, Au j'entends sens bien. du code, je crois que c'est ça la question. C'est-à-dire un avis qu'on appelle actuellement les avis amiables, les expertises de parties, les expertises unilatérales, avec toute cette jurisprudence de la Cour de cassation qui nous dit, comme elles ne sont pas contradictoires, qu'elles sont décidées par une partie, même si c'est décidé par les deux, ça n'a aucune valeur, il faut la corroborer par une autre preuve. Voilà. Mais est-ce que les avocats, maintenant qu'ils ont une expertise conventionnelle qui a la même valeur que l'expertise judiciaire, est-ce qu'ils vont s'amuser à une expertise inférieure de degré? Voilà. Alors, moi, ce que je pense quand même, c'est que si tout le monde est d'accord, on peut dire, écoutez, on va demander simplement un avis à cet expert, même un avis oral. On ne va même pas lui demander un rapport écrit, on va lui demander un avis oral, parce qu'on peut dans la convention dire que les avocats consignent l'avis de l'expert. Et à ce moment-là, on va le confidentialiser et on va dire, ça, ce n'est pas une expertise conventionnelle. On demande un avis à un expert, ouais, voilà, c'est tout, on a le droit de le faire dans le cadre de la médiation. Mais il faudra être bien clair. Mais est-ce que les avocats vont s'orienter vers ça? Bon, déjà, il faut leur laisser le temps de s'approprier l'expertise conventionnelle, hein, ou la consultation conventionnelle, hein, c'est-à-dire le recours Euh, conventionnel à un technicien. Ça, voilà, pour l'instant, ça n'est applicable qu'aux demandes formées depuis le 1er septembre. Vous vous rendez compte, quand vous assignez maintenant que vous prenez une date, là, aujourd'hui, la prochaine audience d'orientation, c'est dans 3 mois. Donc, et après, on s'organise pour une instruction conventionnelle, le cas échéant. Donc, ça ne va pas s'appliquer demain, hein. Une question sur les injonctions. S'agissant de l'injonction de rencontrer un médiateur pour une réunion d'information, il s'agit bien d'une possibilité offerte au juge et non d'une obligation. Donc, je reformule ma question en disant, y a-t-il maintenant une sanction, je connais la réponse, hein, en cas de Ouais. non-respect de l'injonction? Oui, si sans motif légitime, la partie ne va pas à la réunion ou ne se connecte pas, si le médiateur a décidé de faire une réunion en visio, ne se connecte pas, s'il n'a pas de motif légitime pour expliquer son absence, eh bien, il risque une amende jusqu'à 10 000 €. Voilà. Mais le juge fera ce qu'il voudra. Il n'est pas obligé de prononcer l'amende non plus. Ça peut être 1 €, ça peut être 9 999, voilà. Et ça peut être je vous comprends, vous n'avez pas pu vous connecter, mais normalement, quand on ne peut pas se connecter, on demande une autre réunion, voilà. On prévient le médiateur qui règle la situation. Si vous faites des réunions en visio, il faut avoir quand même un système qui fonctionne, hein, voilà. Et bon, mais on a des zones blanches, on a des gens qui ne savent pas se connecter, etc. C'est sûr que si c'est une mamie de 80 ans qui explique au juge qu'elle n'a pas su se connecter, le juge va dire, bon, allez, d'accord, je vous 10 000 comprends bien. euros. Maintenant, si c'est le jeune geek qui lui dit, je suis désolé, je n'ai pas pu me connecter, il dit, ah oui, ça va, quoi. Voilà, la maladie, tout empêchement, un motif légitime, ce n'est pas défini, c'est le juge qui apprécie. Voilà. En tout cas, à mon avis, les amendes, elles ne seront pas prononcées très fréquemment, hein, sauf mauvaise foi, parce que c'est une incitation.
Pourquoi est-ce que vous freinez au feu rouge en appuyant sur la pédale? Parce que vous savez que si vous appuyez pas sur la pédale, vous allez avoir une contravention. C'est tout. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas de contravention, les gens, ils s'arrêteraient jamais au feu rouge. C'est tout. Et les gens, là, ils vont pas aux réunions d'information. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de sanction. Alors, c'est pas grave. On n'y va pas. On fait ce qu'on veut. Non, on y va et on s'informe. Et ensuite, on décide en toute connaissance de cause. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait maintenant. Alors, je précise que le Conseil national des barreaux a attaqué ce décret devant le Conseil d'État, en nullité. Ils estiment que l'amende n'est pas conforme à… Alors, je n'ai pas vu la motivation, mais ils ont attaqué le décret. Voilà. Bon, on aura la réponse dans 6 mois, 8 mois. On verra. On revient sur l'expertise conventionnelle. Oui, La même personne qui posait des questions dit, elle peut être organisée en dehors de tout contentieux, donc en dehors de toute oui, convention de mise en état, n'est-ce oui, pas? oui, L'article du oui. décret n'est pas clair à ce sujet. Si, il est très clair. Enfin, je sais. Non, non, il est clair, il est clair. Il ne faut pas toujours interpréter les textes d'une manière restrictive et qui empêche tout progrès. Voilà. Si. Il y a 2 articles bon, je sais bien, c'est rédigé. Il faut aller chercher le guide de légistique établi par le Conseil d'État qui est sur Internet et qui permet de comprendre quand on a un problème d'interprétation d'un texte, on va chercher le guide de légistique. On ne l'imprime pas, il fait 800 pages. Surtout que là, il a été modifié, etc. et qui nous explique le sens des termes dans une loi. Et là, effectivement, moi, j'ai eu vent d'un certain nombre de difficultés soulevées par les parties. En tout cas, le recours à un technicien, l'article 131 nous dit, lorsque les parties envisagent, alors, en application du 3e de l'article 128, de recourir à un technicien, virgule, avant tout procès ou une fois le juge saisi, elles le choisissent d'un commun accord, etc. Donc, on peut faire ce qu'on appelle une expertise préventive, ou une consultation préventive. Mais les gens, ils ne font pas de consultation, ils font toujours des expertises. Mais peu importe, un technicien, voilà, on peut avoir recours à une expertise avant tout procès conventionnel. 2 avocats, au lieu d'aller saisir le juge des référés sur 145 du code en lui disant on a besoin d'une expertise, voilà, eh bien, ils vont directement, tous les On le 2, dit se jamais comme mettre ça, d'accord Nathalie. et ils vont directement voir un expert. J'explique. Ils vont directement voir un expert et ils passent une convention d'expertise avec l'expert. Voilà. La mission, la rémunération, qui paye, on lui verse évidemment une avance, et puis il aura 50% après, on lui fixe un délai et il rend un rapport écrit. Voilà. Et il fait sa mission. C'est écrit avant tout procès ou une fois le juge saisi. Alors, le problème, c'est qu'il y a écrit en application du 3e de l'article 128. Or, l'article 128, il est intitulé « Les conventions relatives à la mise en état peuvent avoir pour objet soit l'instruction de la totalité du litige ou de réaliser une ou plusieurs mesures d'instruction. » Donc, les avocats disent on ne peut pas faire d'expertise conventionnelle isolée, il faut nécessairement faire une convention de mise en état, d'instruction conventionnelle. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'en vérité, le terme convention relative à la mise en état est un terme dans le sens de la chancellerie. C'est un terme générique. Voilà. Et cette convention de la mise en état, elle a 2 objets. Soit c'est l'instruction de l'affaire plus une expertise conventionnelle qu'on met dedans, soit c'est une expertise conventionnelle toute seule. Donc, dans ces cas-là, on ne va pas l'intituler convention de mise en état. Voilà, on va l'intituler recours conventionnel à un technicien ou convention ou expertise conventionnelle si c'est un expert ou consultation conventionnelle si c'est ça. Il ne faut pas imaginer qu'on est obligé de faire une instruction conventionnelle simplifiée si on veut faire une expertise conventionnelle. Parce que d'ailleurs, le chapitre 1er de ces différentes conventions de la mise en état, il s'intitule instruction conventionnelle, et le chapitre 2, il s'intitule le recours à un technicien. En conséquence, le recours à un technicien, il peut se faire par un acte isolé, qui n'est pas une instruction conventionnelle, mais qui s'appelle convention de mise en état. Parce que c'est vrai que quand on fait une expertise isolée, là, toute seule, on va voir un expert, on lui demande d'expertiser, on est déjà en train de mettre en état l'affaire. On la met en état. On commence à la mettre en état. Une expertise préventive, ça sert à quoi? Ça sert à mettre en état une affaire parce que le litige, on ne sait pas exactement d'où viennent les dégâts, à qui il faut les imputer et qui on va assigner. Donc, on est en train de mettre en état le litige là et l'affaire potentielle. Donc, voilà, il ne faut pas l'interpréter autrement. D'ailleurs, la circulaire, elle est très nette.
La circulaire Alors, d'application, elle est nette, hein. Ça peut autre remplacer question, l'expertise 145. autre question. Il n'a pas été fait état de la nouveauté relative au délai de recueil du consentement dans le mois de la décision, article Ah oui, 1534-1, sous peine de caducité, et on a pas mal de réactions sur cette question du mois. ouais, je sais, je sais. Bon, enfin, moi, et quand le décret du 18 juillet est sorti, moi, j'ai promis à mon éditeur que mon manuel de procédure à jour, qui va sortir là le 16 septembre, il serait à jour. Donc, j'ai passé l'été à décortiquer les textes et à refaire tout mon manuel, d'accord. Donc, je me suis posé aussi une tonne de questions. Je n'ai pas forcément les réponses. La question est la suivante. Effectivement, quand il y a une injonction de rencontrer un médiateur, c'est dans le délai fixé par le juge. Donc, il fait ce qu'il veut. 1 mois, 2 mois. Je parle de la réunion d'information. Injonction. 1 mois, 2 mois, 3 mois. En général, il fixe 3 mois. Il n'y a pas de problème. Bien. Quand le juge désigne un médiateur, je ne parle pas de l'injonction là, hein. Il propose aux parties à l'audience une médiation. Les parties disent oui, d'accord, on est d'accord. Alors, il désigne un médiateur. Et en même temps, article 1534-1, il lui délègue comme mission d'avoir à recueillir l'accord des parties parce qu'il ne l'a pas eu à l'audience là. Donc, il lui demande de recueillir l'accord des parties. Là, dans ce cas-là, l'article 1534 dit si le médiateur n'a pas recueilli l'accord dans le mois de la décision du juge de désignation d'une médiation judiciaire, et bien dans ces cas-là, la décision est caduque. Bien. Donc, ce texte, normalement, ne doit pas s'appliquer à l'injonction. Ça, c'est sûr. Mais quand l'injonction se couple d'une décision de désignation du médiateur, là, le problème que je vois moi, mais bon, à force de triturer les textes, on finit par en voir partout. Moi, j'ai conclu que ce délai d'1 mois ne s'applique pas. D'ailleurs, on ne pourrait pas l'appliquer. Comment on peut appliquer un délai d'1 mois à compter de la décision de désignation du médiateur alors qu'il vient de donner un délai de 3 mois pour faire une réunion? C'est pas possible. Si le médiateur fait une réunion au bout de 2 mois, le délai est déjà expiré pour recueillir le consentement. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, dans l'esprit des rédacteurs, ce délai d'1 mois ne s'applique pas aux décisions 2 en 1. Il s'applique uniquement, et d'ailleurs, c'est dans le texte, hein, parce que l'article 1534-1, il se situe dans la section désignation d'un médiateur et pas du tout injonction de rencontrer. L'injonction, c'est 1533 et la caducité, c'est 1534-1 qui est dans une autre sous-section. Faire de la légistique, hein. Attention, hein, on est dans un pays de droit écrit. Hein. Il faut être très précis quand on est juriste. Hein. Quand on ne l'est pas, bon, ça... mais quand on l'est, il faut être très précis. Le problème que j'ai, moi, même si je suis à peu près sûr de ma solution, sinon on ne pourrait pas appliquer les 2 délais cumulativement. Le problème que j'ai, c'est qu'article 1533, qui vise donc ce 2 en 1 et la désignation du médiateur, nous dit « Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont alors applicables à la décision 2 en 1 du présent chapitre. Or, dans le chapitre, il y a la sous-section 2 et donc l'article 1534-1. Donc, on a l'impression que ce délai d'1 mois s'applique à la décision de désignation du médiateur dans l'injonction de rencontrer un médiateur, ce qui est absurde. Hein. C'est absurde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas appliquer un délai d'1 mois à un délai de 3 mois. Ce n'est pas possible. Donc, sur je pense cette même que question, ça ne s'appliquera pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Demander l'interprétation à qui? J'en sais rien. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le texte. Hein. sur ce même point, se pose la question, donc on a une question sur le même point. Quel est le point de départ du délai d'1 mois pour mettre en place la réunion d'information sur la C'est la médiation? décision, c'est écrit dans le texte. C'est la décision En particulier, de désignation. En particulier quand le juge désigne un centre de médiation, et quelle est la sanction en cas de dépassement? Eh bien, c'est très simple. Le délai d'1 mois, il Caducité. court à compter de la décision de désignation d'un médiateur. On n'est pas dans l'injonction là. Hein. On est dans la décision de désignation d'un médiateur qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Enfin, moi, je ne sais pas, on rencontre tous des tribunaux. Hein. On a été ambassadeurs de l'amiable tous les deux. Hein. Il n'y en a pas des désignations de médiateurs. Il n'y en a pas. Donc, Puis quand eh ben, les s'il y en confrères, a une, quand c'est demandé par les avocats. voilà. Souvent. Et bien, dans ces cas-là, c'est très simple. Le texte est clair, 1534-1.
c'est dans le mois de la décision, point. Qu'on désigne une personne morale, qui va désigner la personne, on s'en moque, le mois de la décision. Et la sanction, c'est simple, elle est caduque. La décision est caduque. La caducité, c'est automatique. C'est pas comme les antibiotiques, c'est automatique. Voilà. Nathalie, C'est on me demande de te demander la date de parution de ton guide mis à jour. Oula, alors le guide, là, je suis en train de parler de mon memento de procédure civile, là, hein, mon bouquin de procédure civile pour les Ah, étudiants. Oh, le guide, il va sortir, on va faire ce qu'on peut, mais ça ne sera pas avant mi-2026, là, hein, parce qu'il y a beaucoup d'accord. d'auteurs et il faut que tout le monde s'y remette. Hein. Bon, là, c'est OK. le memento. Bon, Une question d'ordre général qui n'a pas été modifiée par rapport à la réforme. Quels critères le juge envoie une affaire de conciliation plutôt qu'en médiation? ah oui. Bon, mais ça a toujours existé. La seule différence, c'est que maintenant, le juge peut faire une injonction de rencontrer un conciliateur de justice, hein, et il peut faire aussi du 2 en 1, c'est-à-dire enjoindre au conciliateur de faire une réunion d'information et ensuite désigner le conciliateur de justice pour faire une conciliation judiciaire. Donc ça, on a calqué sur la médiation. Il peut le faire. Alors, quels sont les critères? En fait, il y a 2 séries de critères. On le sait, ça a toujours existé, sauf que maintenant, c'est généralisé. Et avant, ils ne pouvaient pas faire des injonctions de rencontrer les conciliateurs comme ça. Hein, alors que maintenant, c'est. Premièrement, c'est la situation économique du justiciable. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de dépenser 200 ou 300 ou 400 euros. Ils ne peuvent pas, c'est tout. C'est clair. Voilà, ils n'ont pas les moyens. Donc là, ça sera la conciliation. Hein. C'est évident parce que c'est bénévole, c'est gratuit. Et le deuxième critère, c'est un peu la complexité du litige, la situation des parties. On sait bien que les conciliateurs n'utilisent pas les mêmes méthodes de communication, ils ne sont pas formés comme les médiateurs. Voilà, donc le juge, il le prend en compte quand c'est des choses très simples. Par exemple, dans les conflits de voisinage, je suis désolé, les conciliateurs, ils ont une grande habitude. Dans les conciliations conventionnelles, ils en font beaucoup, ils ont l'habitude des conflits de voisinage, tout va bien. Maintenant, si c'est un problème de copropriété ou c'est plus compliqué, où il faudra une assemblée générale ordinaire pour aller valider l'accord et tout ça. Bon, là, le juge pourra se dire, bon, là, je vais envoyer chez un médiateur. Mais souvent, c'est quand des conflits entre associés, entre héritiers, tout ça, il va envoyer en médiation parce que le conciliateur, c'est plus sommaire comme processus. Voilà. Alors, ce n'est pas une critique, que je ne suis pas en train de dénigrer les conciliateurs, hein, mais ils n'ont pas la même formation. Voilà. Ce sont des bénévoles, ils sont formés aux outils, mais il y a une formation assurée par l'École nationale de la magistrature, mais c'est à minima. Ils ont une formation un peu pour sécuriser l'accord, parce que eux, ils signent l'accord, ça s'appelle plus constat d'accord. Cet accord, ce contrat, ils le signent et ils peuvent le rédiger. Ils peuvent le rédiger. Donc, ce n'est pas pareil. Donc, on leur donne toute une formation juridique pour qu'ils sécurisent les accords, qu'ils ne rédigent pas n'importe quoi. Voilà. Mais on sait bien que les méthodes ne sont pas les mêmes. Donc, si on a besoin vraiment de rétablir du lien, si on a besoin de développer vraiment les outils de communication de la médiation, le juge orientera vers la médiation. Parce que sinon, sur le fond, c'est toujours pareil. Quand il faut maintenir du lien, quand le litige est historiquement complexe, quand il y a 10 procédures contre les mêmes personnes, on voit très bien que le problème, il est plutôt, ça relève de la psychiatrie lourde. C'est pas un problème juridique. Le juge, il est saisi de 10 associations différentes et ce sont les mêmes parties, on voit bien. Donc, dans ces cas-là, il renverra plutôt en médiation qu'en conciliation. Maintenant, quand il a en face de lui un plaideur qui gagne le SMIC, c'est sûr que je suis désolé, hein, mais 400 euros, il les a pas. Hein. Lui, il en a besoin pour manger et payer son loyer. Donc, le juge ne renverra pas en médiation. C'est évident. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là et l'aspect outil performant de communication. Et le temps, il faut aussi que le médiateur, il est disponible, etc. Ça, c'est entre l'ARA et la médiation. Parce que les ARA, les audiences de règlement amiable qui sont menées par le juge, qui était quelque chose d'extraordinaire, hein, bien sûr, un mode amiable mené par le juge, parce que son office n'est plus du tout le même que celui de trancher les litiges. Là aussi, vous avez parfois des parties, elles ont besoin d'un juge. S'il n'y a pas de juge en face, de toute façon, elles ne se mettront pas d'accord, elles n'accepteront pas, etc. Donc, dans ces cas-là, le juge va renvoyer en ARA. Mais s'il se rend compte que c'est chronophage, qu'il n'arrivera pas à un accord au bout de 3-4 heures, parce que c'est l'objectif quand même, hein. Enfin, il y a des ARA qui durent 8 heures, c'est un maximum, quoi. Parce que les juges, ils n'aiment pas tellement renvoyer à une deuxième audience d'ARA. Ça arrive et ça doit rester exceptionnel. Dans ces cas-là, si on se rend compte que ça va durer longtemps, on renvoie en médiation parce que le médiateur, au moins, voilà. Enfin, on renvoie en médiation. On fait une injonction.
Après, les parties décideront si elles veulent y aller en médiation ou pas, hein. Donc, c'est quand même plus compliqué. Ça reste facultatif, la médiation, hein, quoi qu'il arrive, hein. Heureusement, d'ailleurs. Mais bon, voilà. Si la médiation est conventionnelle, dans le cadre d'une instance en cours, quid de la Oui, péremption d'instance, car les avocats refusent en tout cas en référé, les retraits du rôle et, je cite donc la personne qui écrit la question, je ne comprends pas ce que prévoit le décret si l'affaire eh reste au oui. rôle pendant la médiation conventionnelle. Ouais. Ah oui. Ah non, non, il faut demander un retrait du rôle pour avoir une interruption du délai de péremption, hein. C'est obligatoire. Voilà. Quand une instance est en cours, article 1536-3, le délai de péremption est interrompu en cas de retrait du rôle, à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation. Non, non. Si on est en conventionnel, il faut demander un retrait du rôle. Bah, après, c'est un problème de gestion des procédures aussi, hein. On ne va pas laisser une procédure là ouverte où le greffier est censé ouvrir le dossier de temps en temps alors qu'on est parti en médiation conventionnelle. Il n'y a pas de délai dans la médiation conventionnelle. Et si ça dure 2 ans, on ne va pas laisser un dossier ouvert devant le greffier là pendant 2 ans alors qu'il ne se passe rien. Eh bien, on fait un retrait du rôle et à ce moment-là, la péremption est interrompue. Si ça dure 2 ans, c'est pas grave. Au bout de 2 ans et demi, on rétablit l'affaire, on demande le rétablissement en raison de l'échec de la médiation et ça est reparti. Pourquoi laisser l'affaire au rôle? Quel est l'intérêt pour le justiciable? Aucun, aucun. Au contraire, on retire du rôle. Le greffier, il n'a pas besoin d'ouvrir le dossier là régulièrement pour voir ce qui se passe, puisqu'il ne se passe rien par définition. Les avocats ne vont pas conclure, il ne se passera rien. Donc, autant retirer du rôle. Et là, c'est une condition, là, maintenant, hein. On ne discute plus. Donc, vous ne demandez pas le retrait du rôle, vous n'aurez pas d'interruption de la péremption. Vous serez quand même obligé d'accomplir des actes de procédure pendant l'instance, donc de déposer des conclusions au greffe. Et ça paraît un peu antinomique d'aller s'attaquer pour éviter la péremption alors qu'on est en train de discuter. Là, il faut un retrait du rôle. Et le retrait du rôle, il est demandé par les deux parties, hein, et pas par une seule. Ouais. Alors, les autres questions sont des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Le temps que je synthétise, je Non, regroupe quelques questions. non, non, il y a dans la salle, non. Alors, les gens n'ont pas, peut-être sur cette amende civile, ça fait réagir. Ah bah Bonsoir, oui, l'information à la médiation devenant obligatoire sous peine d'amende. J'ai l'impression que cela va l'information. faire. Alors, Oui, oui, oui. attention, sous peine d'amende, c'est pas comme dans le code de la route, c'est pas des amendes automatiques, c'est à la discrétion du magistrat sur le principe et sur le quantum. J'ai En l'impression que cela l'absence de va faire. motif légitime. Oui, j'ai l'impression que cela. Alors, je cite. J'ai l'impression que cela va faire perdre beaucoup de temps au médiateur qui fait cette information lorsque les médiés ne souhaitent pas la médiation. D'autant plus si les juges ne font pas de tri dans l'envoi des ordonnances de Voilà. rencontrer un médiateur, tout cela Oui, blévolement ou progrès. oui, Je suis dubitatif. Alors, c'est un oui, spectateur anonyme. Spectateur oui, oui, anonyme, oui, oui. Oui. n'hésitez pas à mettre Bon, votre nom. alors, c'est simple. Le système actuel, il ne fonctionne pas. Il faut essayer autre chose. On verra bien. Si dans un an, on s'aperçoit que c'est la panique, qu'il n'y a rien qui marche, eh ben, on aura un nouveau décret le 18 juillet 2026 et on se régalera avec un nouveau café de la médiation. Voilà. Ça ne marche pas, le système actuel. Ça ne marche pas. On nous demande s'il y a un Moi, je impact de la pense que ceux réforme qui sur ne la devraient pas médiation se plaindre, familiale. ceux qui ne devraient pas se plaindre, c'est surtout les médiateurs. Bah oui, Ben, je quand pense même. aussi. Eh ben, c'est clair. Il y a une réunion d'information. À vous d'être suffisamment convaincant pour amener les parties à entrer en médiation. Voilà. Maintenant, si on fait ça par-dessus la jambe en leur disant la médiation, c'est ça, allez, au revoir, bah oui, bon, bah tant pis. Mais ça, chacun a sa méthode, hein. Voilà. Mais On de me toute façon, demande, en l'état actuel, ça ne marche pas. Donc, il faut bien changer les choses. on nous Et tout demande quel est change. l'impact Oui. sur la médiation familiale de la réforme. Ah oui, alors la médiation familiale, non, il n'y a pas d'impact de la réforme sur la médiation familiale, pas du tout. Il y a eu un impact le 1er janvier 2025 quand on a supprimé la tentative de médiation familiale préalable obligatoire devant 11 tribunaux judiciaires, devant lesquels on a fait une expérimentation qui a duré presque 10 ans, qui a coûté une fortune et qui n'a pas marché. Donc, on l'a arrêté. L'État a arrêté de financer, dans la loi de finances,
2025, a arrêté de financer, grâce à l'argent du contribuable, hein, c'est-à-dire le vôtre, le mien, etc., eh bien, il a arrêté de financer les tentatives préalables de médiation familiale. Donc, actuellement, il y a eu un licenciement des travailleurs sociaux, parce que je rappelle que la médiation familiale, on ne peut l'imposer que dans la mesure où on ne va pas demander 400 € à ces pauvres parents en déshérence, qui n'ont pas les moyens. Donc, on ne va pas leur imposer une médiation conventionnelle, ni une médiation libérale. On les oblige à aller voir un médiateur familial, c'est-à-dire un travailleur social, payé par la CAF. Ils ont un contrat à durée indéterminée, ils sont payés par la CAF et les parents versent une somme en fonction de leurs revenus. Quand vous êtes en dessous du SMIC, je crois que c'est 1,40 € de l'heure ou 1,45 € de l'heure, c'est-à-dire c'est quasiment gratuit. Puis ça va jusqu'à, je crois que c'est 135. Il y a un barème, vous allez sur le site de la CAF, vous avez le barème, le site du ministère de la Justice, vous avez un barème. Et ça, c'est la médiation familiale. On a donc supprimé la tentative de préalable qui était en vigueur devant 11 tribunaux judiciaires pour les décisions post-divorce. Voilà. Ça n'existe plus. En revanche, quand un JAF, un juge aux affaires familiales, se dit ces parents-là, je vais les envoyer en médiation, il les envoie devant un médiateur CAF, c'est-à-dire une organisation payée, rémunérée par la CAF et l'État, enfin tout ça, il y a plusieurs sources de financement public, vous vous en doutez, mais c'est un travailleur social et c'est la médiation familiale. C'est pour ça qu'on peut l'imposer. Mais le JAF pourrait aussi se dire, non mais attendez, ceux-là, là, ils ont un patrimoine énorme, ils ont les moyens de se payer un médiateur libéral, donc je fais une injonction de rencontrer un médiateur libéral. Voilà, je ne les envoie pas sur une association agréée par la CAF. Je les envoie chez un médiateur conventionnel. Le JAF peut le faire. Ça dépendra et surtout des ressources. Voilà. Cela dit, les médiateurs CAF sont des travailleurs sociaux qui dépendent pas du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de la Famille. On est bien d'accord. Donc, quand ces médiateurs-là, ils sont payés, ils ont un salaire mensuel. C'est pour faire des médiations quand même, hein, notamment. Voilà. Donc, les JAF, ils les envoient les associations agréées. Sinon, ils sont au chômage, ils sont payés pour rien faire. Il faut quand même aussi veiller quand même à la bonne gestion des deniers publics, pas exagérer. Donc, la médiation par des organismes agréés CAF, évidemment, elle est très répandue en matière familiale. Mais rien n'interdit au JAF d'envoyer dans une médiation, juridiquement, on appelle ça une médiation libérale parce qu'ils ne sont pas subventionnés par l'État. C'est vous, quoi. Vous n'êtes pas subventionné. Voilà l'état actuel de la situation avec suppression de la tentative préalable obligatoire. Ça n'existe plus. Oui, alors je réponds à quelqu'un qui vient de poser une question sur l'organisation matérielle. Oui, les webinaires seront visibles en rediffusion sur le site. On pourra le faire bientôt. Je rappelle que les médiateurs CAF, ils sont formés, ils ont un diplôme qui est le diplôme d'état de médiateur, qui est extrêmement, extrêmement rigoureux. Hein. Il y a 600 heures, c'est passé à 600 heures. Ils font du droit, ils font des techniques de médiation, ils font des techniques d'audition des enfants, etc. C'est un diplôme qui est quand même, qui a un contenu très, très lourd. Hein. Très, très. Ah, voilà. Alors, Laurence Villeneuve dit que l'IFOMEN est agréé pour faire ce DE, diplôme d'état de médiateur familial. C'est quelque chose de très sérieux, hein. Très sérieux. J'en ai quasiment fini. Je vois plus de questions à poser qui sont. Merci pour le replay, car les informations sont énormes. D'accord. Bon, j'enlève. Je fais référence à l'avis du Conseil national de la médiation. Est-ce normal? Le décret ne fait pas référence à l'avis du Conseil national de la médiation. Est-ce normal? Est-ce que cette instance a été effectivement consultée? Cette instance a été consultée, mais là, on revient dans la légistique. Quand le pouvoir réglementaire, quand un ministre décide de faire un décret, il y a des consultations obligatoires qu'on trouve au début du décret, vu, etc., la consultation 2. Mais l'avis du Conseil national de la médiation n'est pas imposé par la loi en préalable à la publication des décrets. Donc, on a été consulté, oui, mais notre avis n'a pas figuré dans le décret, bien sûr. Ça, étant précis que les consultations, c'est des consultations, c'est-à-dire on donne un avis qui ne lie personne. On me repose pour une deuxième fois la même question. En pratique, dans le cadre d'une séance de médiation, quelle est la différence de comportement, d'action entre une personne qui assiste une partie et une personne qui
simplement accompagne une partie. Oui, oui. Alors, la différence, c'est la loi, enfin le décret, on va dire la loi, hein, c'est pareil, parce que le mot loi a deux sens. Soit c'est un sens matériel, c'est-à-dire ça émane du Parlement, soit c'est un sens formel, ça veut dire, enfin plutôt c'est l'inverse. Un sens formel, ça veut dire que la loi émane du Parlement, soit c'est un sens matériel, ça veut dire le droit, quoi, la règle de droit. Donc là, maintenant, le décret, il prévoit expressément que les parties peuvent être assistées. Il y a peut-être des avocats parmi les participants. Les avocats, ils savent que dans leur mandat, il y a deux aspects. Il y a la représentation qui leur permet d'accomplir les actes de la procédure pour le compte de leurs clients. Et il y a l'assistance qui fait qu'ils mettent en place une stratégie et qui vont plaider à l'oral devant le tribunal. Ça s'appelle l'assistance. Voilà. Donc, quand le décret dit devant le médiateur, les parties peuvent être assistées. C'est un sens juridique. Ça veut dire que la partie qui vient assistée par son avocat, l'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il conseille, il met en place une stratégie. Il peut dire pendant la médiation, monsieur ou madame la médiatrice, là, je voudrais un aparté avec mon client. Il va voir son client et dit, attendez, arrêtez de raconter n'importe quoi. Et puis cette pièce-là, il ne faut pas la montrer parce que c'est dangereux, etc. L'avocat, il conseille son client. L'assistant, il conseille. Il est là pour protéger les droits. Attendez, on n'est pas chez les bisounours, là. Hein. Voilà. Et surtout, si la médiation n'aboutit pas à un accord, on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Ce n'est pas bisounours. On est en train d'essayer de résoudre un différend sans pour autant nier les droits fondamentaux des personnes, et notamment les droits de la défense. Voilà, ça, c'est l'assistance. Maintenant, un conjoint qui vient... Alors, donc, la dame, par exemple, qui fait une procédure, elle est mariée, elle va venir avec son avocat qui va l'assister, la conseiller, lui dire ça, il ne faut pas le faire, ça, il ne faut pas le raconter, etc., etc. Alors, je sais, en tant que médiateur, vous allez dire, oui, mais alors la médiation va échouer. Mais attendez, on n'est pas chez les bisounours. La médiation, ce n'est pas une séance de psychanalyse. Hein. Attention, c'est essayer de résoudre un différend en fonction des besoins de chacun. Mais on n'est pas là pour atteindre la vérité, pour essayer de... Non, on est là pour essayer de résoudre avec l'accord des parties. Mais s'il y en a une qui a un accord et qui n'a pas tout dit, qui n'a pas tout raconté, c'est son problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait un accord, voilà, qui n'est pas évidemment d'erreur, de dol, de violence. Mais bon, ça, c'est autre chose. On ne va pas aller jusque-là. Voilà. Mais donc, je suis assistée par mon avocat qui vient, qui me conseille, etc. Et si j'ai envie d'être soutenue moralement par mon conjoint, je vais lui demander de venir. Mais ça ne sera pas mon assistant. Ce n'est pas lui qui va me conseiller au sens du code. Non, ça ne peut pas être lui. Parce qu'il n'a pas qualité pour le faire devant la juridiction, il n'a donc pas qualité pour le faire devant le médiateur. Si vous voulez, on applique les mêmes règles que devant le juge. Voilà, c'est ça le changement. Donc, il faut utiliser un autre terme. Alors, je sais bien, en pratique, si madame dit « je vais être assistée par mon mari », vous allez lui dire « oui, bien sûr ». Mais vous savez que ce n'est pas son assistant au sens du code. Et que si, en plus, elle a un avocat, parce que c'est obligatoire devant la procédure, c'est l'avocat qui va assister. C'est lui qui va exiger d'être là. Après, elle peut faire venir toute sa famille, si elle veut. Hein. Le voisin, les amis. Et ce ne seront pas des assistants, ce seront, je ne sais pas, des témoins, des coachs, des soutiens moraux. Enfin, voilà, on appelle ça comme on veut. Mais ce n'est pas une assistance parce qu'elle n'a pas qualité pour assister avec une convention d'assistance devant le juge, devant la juridiction. D'accord? C'est très juridique, hein, je suis désolé. J'avais gardé en mémoire que quand il y avait des accompagnateurs, il fallait l'accord de tout le monde. Ah ben oui, parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Nathalie pose la question, on n'entend pas. Alors oui, la question c'est que quand il y a des accompagnateurs, donc je parlais du conjoint, du cousin, du voisin, etc., il faut bien sûr l'accord de tout le monde. Et en plus de ça, il faut leur faire signer une convention de confidentialité. Hein. Ben évidemment, parce que là, le problème, c'est la confidentialité. C'est qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent raconter sur la place publique tout ce qu'ils ont entendu. Bien sûr, bien sûr. Avec toutes les limites que ça comporte. Hein. Nathalie, on touche, on touche au terme de notre... On touche le terme de notre café de la médiation. C'était le 114e. Le 115e café sera un café exceptionnel qui se tiendra en même temps que la fête de la médiation, le 11 octobre prochain.
autour des 25 ans de l'IFOMEN, avec des interviews particuliers, notamment de Stéphane Ben-Simon et de Chimène Bocquet, par l'équipe d'intermédiaires, et nous serons heureux de vous retrouver. Mais dans cette attente, je vous demande pour une seconde fois d'applaudir Nathalie, si vous voulez bien. Je la remercie d'avoir été avec nous. Et je propose, sauf si Chimène, tu veux dire quelque chose pour conclure cette soirée, dire un petit mot. Un grand merci à nouveau, Nathalie, et Irwa, bien sûr, pour l'organisation de ce café. Voilà, et je serai très heureuse de vous retrouver en personne et à distance lors du prochain café dédié au lancement, à la publication du livre d'anniversaire de l'IFOMEN. Euh, Alix vient d'envoyer pour les gens qui sont à distance le lien d'inscription sur le chat pour que vous puissiez cliquer dessus et vous inscrire directement si vous le souhaitez. Un mot également Merci. peut-être complémentaire pour vous dire que la prochaine fête de la médiation est dédiée à la question de la médiation et des familles au sens large, puisqu'on fête cette année les 10 ans du DEMF, du diplôme d'état de médiation familiale à l'IFOMEN, justement, qui était évoqué tout à l'heure. Merci Parfait. beaucoup. Nathalie, merci encore. Je Je suis t'en prie, tellement triste merci. de ne pas être à tes côtés et t'inviter à dîner ce soir. Ah, J'espère que tu m'excuseras. Mais oui, je suis à Montpellier pour 2 jours et j'interviens demain aussi toute la journée en formation, donc je ne pouvais pas faire eh oui, l'aller-retour. Mais parfait. ce n'est que partie remise. Merci beaucoup tout le monde. Vous avez Merci. été plus de 300 à vous connecter à distance. C'est, c'est un record, comme d'habitude, Nathalie. D'accord? Très bien pour les Et cafés de la médiation. C'est parce que tu étais là. non, c'est parce que tu étais là. Et à très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir, au À revoir. bientôt, au revoir. À bientôt. Ah, je reconnais quelqu'un en premier rang maintenant. Coucou. Ah oui. Voilà, ça y est, j'ai reconnu. Bon, comme d'habitude, hein, j'attends que les gens partent, se déconnectent pour éteindre. Oui, parce que là, sinon, ça leur coupe. Ouais, bah écoute, c'est un peu. Tout le monde stresse avec ça. Tout le monde est. Salut Alix.